Vox Libri. Littérature religieuse, théologie, témoignages de foi. Une émission présentée par François Maillot avec le conseil éditorial de la librairie La Procure. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à ce rendez-vous de Vox Libri. Merci d'être toujours là, à nous écouter et surtout à écouter les auteurs que je reçois chaque semaine. Je suis aujourd'hui accompagné de ma camarade de jeu Mathilde de La Procure. Bonjour François. Mathilde Mailleux. Bonjour Mathilde. Nous avons le plaisir et la joie et l'honneur et tout, etc., de recevoir Tugdual Derville. Bonjour Mathilde et bonjour François. Bonjour Tugdual, vous venez de publier juste avant les vacances, mais l'actualité de ce livre, j'ai envie de dire, hélas, n'est pas près de s'arrêter. Un ouvrage assez fondamental aux éditions Plomb, Le temps de l'homme, sous-titré pour une révolution de l'écologie humaine. Je vous représente en deux mots, Tugdual, même si je pense que nos auditeurs vous connaissent. Vous êtes fondateur d'À Bras Ouverts, vous êtes le délégué général d'Alliance Vita qui fait le magnifique travail que l'on connaît et un des initiateurs du courant pour une écologie humaine. Et évidemment, c'est le point majeur de ce livre, c'est-à-dire que c'est une plongée, je dirais à la fois dans les grands défis qui se posent à l'homme d'aujourd'hui et à l'homme de demain, et peut-être aussi les raisons d'espérer. En tout cas, c'est comme ça que j'ai lu ce livre. Alors, Tugdual, c'était le moment de publier ça. C'est l'avant 2017. Vous n'êtes pas candidat aux primaires, mais vous aviez envie de placer une voix aussi, peut-être pour éclairer un débat qui est souvent restreint à des petites conjonctures politiciennes. C'est vrai que je pense que l'humanité est devant un défi qui nécessite une prise en compte par les responsables politiques, puis par chacun d'entre nous, dont j'affirme que nous sommes tous finalement des responsables politiques au service de la justice. Et la France a un rôle particulier à jouer parce que c'est le pays de la personne. Parce que la France est soucieuse d'universel. Alors ici, à Radio Notre-Dame, je peux faire référence à cette parole que j'ai entendue personnellement du pape Jean-Paul II Bourget. France, éducatrice des peuples, qu'as-tu fait de ton alliance avec la sagesse éternelle? Il y a quelque chose de très mystérieux dans l'âme de la France qui, je crois, s'est réveillé il y a quelques années, il y a 3 ans, au travers d'un mouvement social dont je ne cesse de m'émerveiller du foisonnement. Ce qui est advenu à ce moment-là, dans mon immense désir, je ne l'espérais même pas. Je ne pensais pas le voir de mon vivant. Et c'est un enracinement dans la quête justement de ces repères anthropologiques. Notre France est dans un paroxysme. Des plus grands intellectuels du siècle dernier, connus dans le monde entier, chez les Français, sont des déconstructeurs. On pensait qu'il fallait affranchir l'homme de tous les conditionnements, imagine-t-il, que sont ces enracinements, à la fois nationaux, biologiques, familiaux. Et à l'inverse, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est au contraire, à l'image de ce que nous disait Simone Veil, la philosophe, dans un multiple enracinement qu'on peut vraiment trouver sa liberté et sa place. Et l'écologie humaine vient dire que nous avons aujourd'hui, alors que la puissance biotechnologique fait que l'homme a désormais le doigt sur sa propre origine, sur la vie, il est capable de dénaturer sa propre essence. C'est le moment d'exercer de l'humilité et de la sagesse pour définir et protéger le sanctuaire de notre identité d'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme? Et si nous ne répondons pas à cette question, si les politiques n'y répondent pas, tout est vain. Il n'y a pas de politique digne de ce nom, pas non plus d'ailleurs d'écologie digne de ce nom, qui ne soit fondée sur une anthropologie ajustée à ce qu'est un être humain. Et la question, par conséquent, est à la fois très urgente, prégnante, mais elle est aussi inscrite dans le temps long, puisqu'il s'agit de léguer aux générations futures des repères anthropologiques, j'ai envie de dire merveilleux, dont nous avons tous hérité. C'est une question de justice pour les générations futures. Alors, Tugdual Derville, peut-être reprenons les grandes questions qui se posent à l'homme aujourd'hui. Moi, j'avais envie de dire que, au fond, pour moi, il y a deux grandes questions qui se posent. Il y a la question de la naissance. D'où vient l'homme? Comment naît-il? La
question de la filiation, de la famille, du couple, etc. Et puis, il y a aussi la question de la fabrication, même encore en amont, d'un homme bio-ionique, augmenté, enfin, c'est tout ce qu'on appelle le transhumanisme. Si vous aviez, là, en quelques minutes, pour nos auditeurs, à résumer les grands enjeux qui sont aujourd'hui, qu'il faut absolument prendre à bras-le-corps dans notre réflexion, vous diriez quoi? Carte libre. Oui, c'est la même. Ces deux questions sont une seule même question parce qu'on est devant un choix d'une certaine manière binaire. Et alors, pour rechercher qui est l'homme, ce que j'ai fait dans mon livre Le Temps de l'homme, c'est de me dire, de revenir au réel. Qui suis-je? Qui sommes-nous chacun? Et effectivement, nous voyons qu'il y a des murs porteurs de notre anthropologie, dont j'affirme qu'ils sont universels et qui sont porteurs de fécondité. Ces murs porteurs, c'est d'abord la gestation maternelle. Le fait que nous ayons tous été hébergés longuement dans le corps d'une femme, ce corps qui a été, même si notre mère a pu nous rejeter parfois, ou dénier, ou ignorer même la grossesse, le corps s'est transformé, son corps, pour nous accueillir dans une hospitalité originelle, au moins biologique. Et ensuite, la culture du soin, la culture du don s'est déployée parce que nous sommes nés nus et extrêmement vulnérables et que durablement on nous a accompagnés. La gestation maternelle, premier mur porteur, la famille comme écosystème durable, dont nous avons besoin et qui, quand elle est cassée ou abîmée, a besoin d'être réparée et soutenue, bien sûr. Et puis le sexus, l'altérité sexuelle, le fait que l'humanité, et là je paraphrase ce que disait Lionel Jospin à une époque, est faite d'hommes et de femmes, comme une valeur extrêmement forte. Voilà des murs porteurs qui structurent notre fécondité, qui structurent toute la vie politique. Et j'explique que, notamment, cette famille, écosystème durable, est le lieu d'émergence, non seulement de la fraternité, qu'on va trouver ensuite au fronton de la République française, par exemple, mais également du pouvoir, de l'autorité. Il n'y a pas d'autorité légitime qui ne naisse dans cette autorité légitime et mystérieuse des deux parents, parité originelle homme-femme dans l'engendrement, des deux parents, sur cet enfant qu'ils amènent vers la liberté. Voilà. Donc ces murs porteurs consacrent aussi nos limites. Un corps sexué, par conséquent, le temps compté et la mort inéluctable. Et comme le disait Hannah Arendt, le cachet de l'humanité, c'est notre mortalité. Voilà, c'est ses limites. Et face à cela, ce que vous évoquiez dans votre question, il y a un grand fantasme prométhéen, une révolte prométhéenne renouvelée aujourd'hui, qui prétend qu'il faudrait affranchir l'homme de ses limites, de toutes ses racines, du temps, du corps, de la mort, et que cet affranchissement de ces limites, dont je sais bien qu'elles sont difficiles et douloureuses, bien sûr, parce que notre finitude est une réalité douloureuse, je fais une petite incise, c'est aussi une réalité créatrice. Car le renouvellement, la régénération de la société passe aussi par les générations qui se succèdent. Parce que de même que le peintre peint dans un cadre avec sa technique, avec des contraintes, et que ces contraintes sont un défi à sa créativité, de même ma vie, je la déploie comme un artiste dans les limites que sont mon corps, mon identité sexuée et la mort qui viendra un jour et qui me pousse au meilleur de moi. Mais donc, certains pensent que s'affranchir de ces limites, c'est le devoir désormais de l'humanité. Ils pensent devoir nous affranchir de l'évolution, de ce qu'ils pensent être notre animalité. Ils ne voient l'être humain que comme une machine super sophistiquée, un ordinateur. Et ils pensent que la créativité de l'homme va faire que son génie va faire qu'il va réussir à faire un surhomme, qui va enfin nous dépasser. Et donc se rejoue aujourd'hui ce que René Girard a bien exprimé lorsqu'il parle de ce bouc émissaire, ce mythe du bouc émissaire qui régulièrement fait qu'on désigne une catégorie d'êtres humains, qu'on élimine pour pacifier la société, croyant qu'il est responsable de tous nos maux. C'est peut-être l'eugénisme qui élimine les enfants handicapés, par exemple. Et bien là, aujourd'hui, le grand risque, c'est que l'homme devienne son propre bouc émissaire. Que nous pensions collectivement, et c'est le travail notamment de penseurs transhumanistes qui sont très grassement financés par des grandes multinationales du web notamment, ils pensent que l'homme va échapper à lui-même, il doit se fuir lui-même pour conquérir vraiment son bonheur et sa liberté. C'est un fantasme, une illusion extrêmement totalitaire qui fait déjà de très lourds dégâts. Et il y a donc un choix entre notre condition humaine, consentir à notre humaine condition, bien sûr en accueillant les progrès technologiques magnifiques, mais en les limitant, en limitant leur usage à ce qui nous libère pour nous interdire l'usage des technologies
lorsqu'elles nous aliènent, lorsqu'elles aliènent notre humanité, lorsqu'elles dénaturent notre propre essence, par exemple avec ces bébés OGM qu'on compte fabriquer, améliorer pour augmenter prétendument notre puissance, alors qu'en fait c'est une forme d'aliénation et d'esclavage qui se profile. Alors, tu viens d'Herville, je rappelle le titre de votre livre, Le temps de l'homme, chez Plomb, sous-titré pour une révolution de l'écologie humaine. Vous parliez d'une volonté prométhéenne de certains penseurs actuellement. Ça, on peut évoquer aussi le mythe de Faust. Il y a, depuis le début de l'humanité, cette conscience qu'il y a dans l'homme une tendance qui existe à vouloir le contrôle absolu sur lui-même, à vouloir être finalement le créateur de tout, à l'exclusion à l'exclusion de la création elle-même, d'une certaine manière. Est-ce que la grande différence qui caractérise notre époque par rapport au siècle passé, où ces mythes ont été très vivants, ont été constructeurs d'ailleurs de grandes œuvres littéraires ou artistiques, cinématographiques, est-ce que la grande différence, c'est pas au fond l'advenue quand même d'une puissance de la technique qui a en 1 ou 2 siècles vraiment révolutionné nos manières de vivre et qui aujourd'hui vraiment passe encore un cap supplémentaire dont peut-être on ne se rend pas compte véritablement dans notre vie quotidienne parce qu'elle n'est peut-être pas si différente sur certains points de la vie de nos grands-parents, mais on voit bien que là, techniquement, les paradigmes sautent. Est-ce que la technique n'est pas un enjeu qui nous dépasse fondamentalement et qui fait un peu la différence avec les sociétés antérieures ? Si, vous avez raison, c'est là qu'il y a justement un défi, mais on peut dire que c'est un magnifique défi. Car quand il s'agit de juste se recevoir sans trop y réfléchir, voilà, on le fait. Mais à partir du moment où l'homme prétend redéfinir sa propre essence, nous avons tout intérêt à découvrir cette essence. C'est donc une très grande chance d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qui est l'essence même de notre humanité? Moi je dis notamment c'est ce fort intérieur, ce sanctuaire inviolable de la conscience, le lieu de notre liberté, le lieu d'émergence dans cette vie intérieure d'une vie spirituelle, cette dimension de mystère propre à l'homme, cette singularité de chacun. Tout cela est à découvrir parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a désormais une telle puissance chez l'homme qu'elle est puissance d'autodestruction. Mais on le voit depuis longtemps avec des industries qui ont pu nous inquiéter parce qu'elles provoquaient à la fois le meilleur et le pire. Et on s'est bien rendu compte, chacun peut en convenir, que nous avons eu déjà à réguler notre puissance industrielle afin qu'elle ne nous détruise pas, ne serait-ce que par ce qui était la grande peur de mon enfance ou de ma jeunesse, qui était la déflagration nucléaire avec la course aux armements. Eh bien, désormais, c'est à l'échelon du plus petit commencement de l'homme que se joue dans son engendrement, dans sa conception, dans sa, entre guillemets, fabrication, que se joue une question majeure, ne pas aller au-delà d'une ligne rouge, ne pas dénaturer l'essence de l'homme. Et c'est une exigence de sagesse et d'humilité. Et c'est l'exigence d'ailleurs de toute croissance de chaque être humain. Un petit bébé et fait ce qu'il veut de ses gestes maladroits et progressivement il apprend à réguler sa force et quand il devient fort, normalement il a une régulation de cette force pour ne pas détruire ce qui l'environne. Et bien de même l'humanité arrivant à une maturité en connaissance, en technologie extraordinaire, a intérêt à avoir une philosophie qui ne soit pas infantile. Et ce qu'il se passe, je l'ai un petit peu étudié, c'est que aujourd'hui, cette idéologie de la technique confond le faisable et le bien. Bricole au fond en imaginant tout ce qui est faisable et bien. Et c'est une sorte de réductionnisme qui oublie que la conscience doit réguler la science. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, vous connaissez bien le proverbe. Et donc, pendant tout un temps, assez fréquemment, quand on découvre, on tâtonne sur le plan éthique. Jusqu'à ce que des lanceurs d'alerte, dont nous faisons partie les uns et les autres, disent attention, il y a une régulation à avoir, régulation démocratique, régulation philosophique, pour que nous ne soyons pas les victimes de nos propres élucubrations. Et puis je dirais aussi que, sans doute, tant qu'il s'agissait d'apprivoiser la puissance de la nature elle-même, des plantes, des animaux, etc. L'homme avait-il, dans ce rapport à l'animal, qui est beaucoup remis en cause d'ailleurs aujourd'hui, une réflexion millénaire. Aujourd'hui, il s'agit d'apprivoiser nos propres fabrications. Et nos machines, nous avons bien du mal à les apprivoiser, au point que ce sont souvent elles qui nous dirigent. Le temps que je décide de passer le matin sur mon smartphone, n'étant pas celui que j'ai passé
le soir, lorsque je peux en faire le bilan, je me pose la question, est-ce que mon smartphone, je le dirige ou est-ce que c'est lui qui me dirige? Est-ce que les logiciels largement narcissiques et égotiques qu'on nous propose ne me conduisent-ils pas à aliéner une bonne part de ma liberté derrière ces objets qui pour autant sont tellement utiles? On prend des belles photos, on s'envoie des messages d'amour ou autres, ou d'informations, mais il y a là un enjeu absolument majeur. Il s'agit presque d'inventer une théologie de la machine. Quel rapport l'homme va-t-il avoir avec ces technologies? S'il se laisse dominer par ces technologies, elles le détruiront. S'il s'attache à garder son essence, à préserver sa liberté, son fort intérieur, sa nature profonde, ce qui passe par le corps notamment, le consentement à mon corps et peut-être parfois un certain jeûne de toutes ces augmentations qui nous aliènent, qui peuvent nous aliéner, alors eh bien, l'humanité ressortira grandie de ce défi homérique. Merci Tugdual Derville. On va marquer une petite pause dans cette émission. Le temps pour Mathilde de nous parler d'un nouveau livre d'un auteur que nous aimons beaucoup tous les deux, François Cassagena-Trivedi. Oui, alors je vous propose une respiration dans ce débat ô combien important, mais grave aussi. Et je retiendrai deux mots de la conversation qui vient de se passer. Le mot finitude, le frère François Cassagena-Trivedi l'évoque et sait de quoi il parle quand on parle de finitude. Et puis aussi, je retiendrai l'amour, car il me semble qu'aujourd'hui dans notre société, l'amour finalement est bien peu présent. Eh bien, c'est ce qui prélude à cette quête que propose cet auteur que nous aimons certes beaucoup, qui avait notamment, j'ai tellement aimé, le Sermon aux oiseaux, qui était paru il y a quelques années, qui était un petit bijou. Alors, François Cassagena-Trivedi est un moine bénédictin, moine de Ligugé. Il a pour lui d'avoir une plume absolument merveilleuse. Et dans ce cantique de l'infinistère, publié chez Desclés de Brouwer, dans une collection qui s'appelle Arpenter le sacré, eh bien, tout simplement, il nous emmène en voyage, il nous emmène en Auvergne, dans le Cantal, qui va parcourir pendant de longues semaines. Et c'est en fait un carnet de bord, un carnet de voyage. Et il nous convie à l'émerveillement devant la rencontre humaine, mais aussi à la rencontre de la création, de sa créature, justement confronté à sa propre finitude. Ce voyage prélude pour lui, est né du désir et du dégoût, qui sont pour lui deux frères jumeaux. Je trouve cela extrêmement merveilleux et puis très important aussi, se souvenir que nous sommes tendus par ces deux définitions peut-être. Je vous invite à découvrir vraiment ce carnet de bord. C'est une invitation au voyage. Nous y retrouvons et bien sûr la veine de Teilhard de Chardin qui est omniprésente. Et je vous convie à une très belle lecture aussi humaine que spirituelle. Merci Mathilde pour ce conseil de lecture que je ne peux qu'applaudir à tout rompre. Je rebondis moi aussi sur ce que Mathilde vient de dire, ces frères jumeaux du désir et du dégoût, pour poser la question que j'avais préparée pour Tugdual Derville. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce d'utopie du rejet absolu de la souffrance comme finalement la dernière chose à lever, à débarrasser l'homme, et au fond un homme sans souffrance qui est un petit peu le rêve utopique de ces idéologies transhumanistes ou autres. Est-ce que c'est pas finalement un homme qui certes n'a plus de dégoût mais qui n'a plus de désir? Et sans doute plus de vie non plus, effectivement. Alors il faut bien sûr récuser tout dolorisme, il faut redire, et c'est important que la technique aussi nous sauve. Nous sommes en vie tous, nous nous regardons avec nos lunettes, nous avons des orthèses et des prothèses qui nous sauvent. Et surtout, il ne s'agit pas de rejeter la technique. Mais une fois, ceci dit, avec Martin Stephens, notamment le philosophe, il faut rappeler que vivre, c'est souffrir. Et je suis désolé de le dire, mais aimer, c'est souffrir. Quand on aime quelqu'un, qu'on s'engage avec cette personne, on risque le veuvage, on risque à un moment donné la séparation, on risque d'avoir de la peine parce qu'il faut s'ajuster les uns aux autres. Donc tous nos choix de vie qui engagent et qui avancent vers la quête d'un légitime épanouissement personnel et de bonheur sont comme matinés d'une souffrance qui n'est pas incompatible avec le bonheur. Donc le grand piège désespérant d'une société hédoniste, au fond matérialiste, individualiste, c'est de laisser croire que bonheur et souffrance sont incompatibles.
et je redis parce que c'est important pour chacun, il ne s'agit pas de récuser tout ce qui peut atténuer la douleur, ce qui peut soigner, prendre soin, consoler. Et j'essaie de le faire dans les services d'aide aussi que j'ai lancés et animés avec Vita ou avec À Bras Ouverts. Mais il y a là donc cette nécessaire découverte que dans ma vulnérabilité, dans mon interdépendance, et jusqu'à mon lit de mort, il y a la compatibilité avec cet amour justement que vous évoquiez et j'aime beaucoup effectivement ce qui a été dit de cet équilibre entre ce dégoût et ce désir. Moi je dis aussi que l'expérience de l'émerveillement face aux plus fragiles se double parfois d'une expérience de chavirement où je n'y crois plus, à ce cri de Job qui dit le jour de sa naissance. Nous avons le droit de passer par ces moments-là, mais c'est des moments qui nous enracinent davantage ensuite dans notre humanité plus profonde, dans la relation avec les autres. Voilà, donc effectivement, le grand piège, c'est de laisser croire à une société d'anesthésie générale. Et c'est ça qui fait le lit aussi de l'euthanasie et de beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme, parce que à vouloir anesthésier la souffrance, on supprime le souffrant, on l'écarte, on le méprise, on se méprise soi-même quand on est souffrant. C'est donc une société très vite suicidaire qui croit que la souffrance peut être totalement éradiquée de la condition humaine. Et c'était la fameuse soma du meilleur des mondes d'Aldous Huxley qui permettait à cet immense écrivain anglais d'imaginer un monde dans lequel effectivement il n'y aurait plus de peine et qui était, voilà, c'est un livre très actuel. Alors, un monde sans peine est un monde sans joie. Voilà, exactement. Alors, il n'y a pas que ce descriptif et des enjeux dans votre livre, il y a aussi une force d'espérance par rapport à ce mouvement dont vous parliez tout à l'heure, dont vous nous disiez qu'il vous avait, et moi aussi d'ailleurs, complètement surpris il y a 3 ans, et dont par exemple les veilleurs sont une des fleurs les plus belles. Moi, j'ai découvert un mot dans votre livre. Alors, c'est pas tous les jours que je ne veux pas faire mon cuistre, mais c'est pas tous les jours que je découvre un mot. Puis en plus, le découvrant, j'ai eu l'impression que c'était un mot finalement qui était un peu connu, mais que sans doute mon ignorance crasse en sciences naturelles a fait que je l'ignorais. Vous parlez du mycélium et vous faites une très belle allégorie, une très belle analogie entre, si j'ai bien compris, ces racines dont j'ignorais tout, du champignon, et finalement ce terreau vivant de notre société qui peut être porteur de renaissance, de renouveau et d'espérance. Cette allégorie, pour moi, c'est à la fois un constat et une promesse, et un appel presque. Le constat, c'est que nous sommes en train de changer le monde, et depuis plusieurs millénaires, nous le changeons par nos initiatives, effectivement dans l'humus, c'est-à-dire au plus près des personnes. Nous sommes de ce fait indéracinables, et beaucoup de ceux qui se mobilisent pour la justice dans des manifestations qui sont souvent spectaculaires mais éphémères, comme les champignons, ignorent à quel point ils sont reliés, actifs et vivants dans le monde. Alors c'est vrai que en bas de chez moi, à la campagne, je vois le rond de sorcière qui atteste la présence des champignons. Vous savez, ce rond presque parfait dans les prairies permanentes. Il ne faut pas que ce soit labouré pour que ça survive. Et c'est effectivement le signe de ces racines du champignon, le mycélium, qui sont la véritable structure vivante du champignon. Et dans l'Oregon, paraît-il, on a trouvé il y a une dizaine d'années un mycélium, plus grand organisme vivant jamais trouvé sur Terre. 2400 ans d'existence, cet organisme vivant, 5,5 km de diamètre, 600 tonnes si on devait l'arracher à son substrat. Voilà qu'il grandit aux périphéries. Quand le centre est sclérosé, c'est aux périphéries que les initiatives se profilent. Et je ne cesse de découvrir à quel point des personnes qui sont partiellement dans la déploration de ce qui se passe sont déjà des acteurs de la vivification de notre société. Et donc, je leur dis, vous êtes déjà ces temps nouveaux, parce que vous prenez des initiatives, notamment, je pense, des colocations solidaires, des écoles, la Fondation Espérance Banlieue. Je pense, il y a une multitude d'initiatives qui se relient et qui sont fondées sur une anthropologie solide. Donc, quand les idéologies mortifères passent avec les millions de morts à la clé qu'on a connus au siècle précédent, par exemple, quand ces idéologies mortifères passent et qui pensent devoir enterrer
les personnes enracinées ou les convictions enracinées dans l'anthropologie, cette anthropologie demeure et c'est elle qui féconde la société. C'est elle qui est une promesse. Et donc j'encourage les personnes, il y a quelque chose d'humble dans le mycélium, les petites racines, il n'y en a pas une plus grosse que l'autre, mais j'encourage chacun à se recevoir comme il le fait déjà, comme un responsable politique agissant pour la justice autour de lui, là où il travaille, comme un travailleur social agissant pour le bien de la société et comme un entrepreneur de l'humanitaire prenant des initiatives pour que les gens autour de lui aillent mieux. Et la société se transforme culturellement dans le sens de la culture, de l'écologie humaine, du respect de l'autre, de la vulnérabilité, de la bienveillance, etc. Bien, merci beaucoup Tugdual d'Urville. Je crois que les auditeurs ont compris, votre livre est aussi un livre qui est un appel et c'est pour ça que je leur demande de le lire vraiment. Tugdual d'Urville, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine, qui est paru chez Plomb. Merci Tugdual d'avoir été notre invité. Merci à Mathilde de m'avoir accompagné et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vox Libri.